Bonjour Olivier, donc tout d'abord je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté de faire cette interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement auprès de nos lecteurs qui ne te connaîtraient pas encore, qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours professionnel, quelles sont tes passions, fais-nous vraiment la totale, on veut tout savoir sur toi. Bonjour Stéphane, merci de m'avoir invité. C'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec de vrais entrepreneurs. Alors, mon parcours, c'est celui d'un employé qui rêvait de lancer son entreprise et qui s'est décidé il y a un an. Alors, avant ça, mon job consistait à conseiller de grandes entreprises dans leur stratégie sur Internet. Et D'accord. ce qui est drôle, c'est que de nombreuses personnes ont pensé que j'étais complètement fou de me lancer à un moment où j'allais être papa et en pleine période de crise. Alors, Ouais, c'est sûr que ça, c'est pas l'idéal. c'est ce que tout le monde me disait. Mais ça me fait toujours sourire parce que personnellement, je pense qu'en temps de crise, on a plus de sécurité en tant qu'entrepreneur qui sait ce qu'il fait qu'en tant qu'employé qui ne peut que subir les décisions de sa hiérarchie en fait. Mais bon, Tout à ça fait. c'est mon point de vue à ce sujet-là. Alors, aujourd'hui, je gère deux activités rentables en même temps. Ma première activité, celle qui me tient le plus à cœur, c'est la formation d'entrepreneurs pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs plus vite et avec plus de certitude. Et je D'accord. donne également des conférences dans de grandes business schools, comme à la Solvay Brussels School à Bruxelles récemment. D'accord. Alors, la seconde activité qui n'a rien à voir consiste à développer des applications mobiles, donc des applications pour iPhone ou pour d'autres smartphones, et nous travaillons exclusivement pour de grosses entreprises, comme nous l'avons fait pour Nivea par exemple. D'accord. Mais donc, comme je l'ai dit, ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment l'accompagnement d'entrepreneurs, car je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ont plus de chances de changer le monde que les politiciens. Ça, On est bien d'accord. c'est un tout autre sujet pour une tout autre type de conférence. Ok. Et au niveau de tes passions, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie en dehors du business? Alors, on en parlera sûrement plus tard dans cette conférence. Forcément, je suis un véritable junkie du développement personnel. Bon, j'essaye de me soigner parce que parfois c'est un peu obsessionnel. Mais D'accord. sinon, ce que je fais également des arts martiaux et plus spécifiquement du kung-fu. D'accord. Et voilà, c'est à peu près tout euh, au niveau Ok. des passions. Ok. Donc aujourd'hui, bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, pardon, t'es devenu un spécialiste du développement personnel pour les entrepreneurs. Mhm. Tu sais que c'est quelque chose qui me passionne. J'en parle régulièrement sur mon blog Oui, avec mes articles sur le comportement gagnant, etc. tout à Est-ce que fait. tu peux nous en parler un petit peu plus pour ceux qui nous écoutent? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça peut être déterminant dans nos affaires? Est-ce que tu peux nous dire aussi quels sont les résultats que tu as déjà obtenus personnellement et avec tes clients? On veut des chiffres, on veut en savoir plus. Vas-y. D'accord, bien sûr. Alors, s'il faut des chiffres, pour illustrer ça, je vais prendre une source d'échec qui est très courant à la fois chez les futurs entrepreneurs, donc ceux qui souhaiteraient développer leur entreprise mais qui n'ont pas encore fait le pas, mais aussi chez les entrepreneurs qui sont déjà bien avancés. D'accord. Prenons la procrastination, hein, c'est l'art de remettre toujours à plus tard. Je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. Je pense. Ouais. En ce qui me concerne, pour prendre mon exemple personnel, je rêvais d'être entrepreneur depuis plus de 5 ans et je me suis lancé vraiment à 100% il y a un an. Mhm. J'avais commencé avant ça, hein, mais je me suis lancé vraiment à 100% dans l'aventure il y a un an. Et je remettais D'accord. toujours à plus tard, car je pensais ne jamais en savoir assez, malgré les milliers d'euros que j'ai dépensés dans des formations haut de gamme, ou alors je trouvais que c'était jamais le bon moment, alors que finalement, c'est comme pour avoir des enfants, le bon moment n'existe tout simplement pas, hein. Mhm. Quand l'économie est florissante, eh bien, si on est négatif, on peut se dire qu'il y a beaucoup de concurrence. Mhm. Et quand c'est la crise, eh bien, on peut se dire que les prospects n'investiront pas facilement. Bref, euh, on peut toujours dire que c'est le mauvais moment, et Ouais, pourtant, chaque période a ses opportunités, hein. Et je bien sûr. pense
je vais faire une petite parenthèse ici. Je pense vraiment que en temps de crise, il y a vraiment une opportunité pour les entrepreneurs qui sont vraiment honnêtes et qui ont pour priorité vraiment de donner un maximum de valeur ajoutée à leurs clients, parce que je pense que c'est vraiment eux qui vont gagner dans la nouvelle économie. Ça c'est sûr. Ouais. Voilà, je pense que tu es d'accord avec moi quand je vois Ouais. certains de tes articles, tu le dis déjà entre les lignes. Et c'est clair que les besoins, finalement, ils n'ont pas changé. Hein. Les gens ont toujours besoin des mêmes choses. La seule différence, c'est, je pense que les gens sont de plus en plus prudents. Et donc, à partir du moment où on sait leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en nous et leur donner déjà de la valeur ajoutée avant même qu'ils n'achètent quoi que ce soit, eh bien à ce moment-là, je pense que ce sont ces entrepreneurs-là qui vont vraiment réussir dans la nouvelle économie. Bref. Oui, en fait, on est de plus en plus, et ça se remarque aussi, on le voit bien avec ce qui se passe aux États-Unis, avec tous les systèmes de webinaires qui se mettent en place, etc. C'est Oui, que on assiste de plus en plus à un mélange du contenu et de l'offre. tout à fait. Et c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre à mon avis. C'est on donne et en même temps qu'on donne, pour ceux qui veulent en savoir plus, ben on vend nos produits et services. Exactement. Je pense que ça, c'était déjà une bonne stratégie auparavant, mais maintenant, ça va être, je pense, une stratégie qui va être sine qua non si on veut avoir un peu de succès en tant qu'entrepreneur, et peut-être même encore un petit peu plus certainement pour les infopreneurs. Ouais, Donc ça c'est sûr. Donc voilà. Bref, je termine cette petite parenthèse en disant que j'aurais pu vivre ce que je vis aujourd'hui, qui est à peu près la vie dont je rêvais il y a quelques années, depuis 5 ans. Et donc, on peut dire que j'ai perdu 4 ans en fait, hein, ce qui est déjà dommage en soi. Mais Ouais, ce n'est pas tout, parce que si j'avais pas procrastiné inutilement, si j'avais commencé il y a 5 ans, eh bien, mon business actuel aurait été plus mûr de 4 ans, ce qui fait une bien sûr. différence énorme, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de style de vie ou même d'impact sur le monde. On peut vraiment dire que ce sont 4 années de perdu pour rien. Mais j'ai peut-être un autre exemple qui est encore plus parlant, et c'est celui d'un des entrepreneurs que je coach et qui lui est en affaires depuis plusieurs années. Et D'accord. il avait des petits soucis de gestion du temps et m'a demandé de regarder ça avec lui. Et on est tombé sur une tâche qui était dans sa liste depuis des mois. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont comme ça de nombreuses tâches. Alors, en tout cas, dans ceux que je coach, ça arrive régulièrement d'avoir de nombreuses tâches qui traînent depuis des mois et qui ne sont jamais faites. Et cette tâche-là en particulier qu'on a identifiée consistait à contacter un partenaire potentiel qui pouvait lui rapporter beaucoup d'argent. Mhm. Alors, je lui ai fait comprendre que ce type de tâche devait être prioritaire, même s'il n'y avait pas de deadline, pas de date définie, il fallait absolument le faire en priorité et je lui ai proposé de contacter ce partenaire le jour même. Mhm. Le résultat, c'est qu'il est allé dîner avec cette personne et le partenariat conclu va lui rapporter au minimum 100 000 euros par an. Eh oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Rétrospectivement, on peut se dire que le fait d'avoir attendu 6 mois pour réaliser cette action lui a donc coûté virtuellement 50 000 euros. Eh oui. Oui. Et sans compter qu'avec ces 50 000 euros, il aurait pu investir dans certaines opportunités qui auraient encore plus boosté son business. Mais Ah oui, c'est des petites décisions qui font des grosses différences. exactement, tout à fait. Et je pense qu'il faut vraiment, quand on est entrepreneur, vraiment savoir prendre les bonnes décisions et gérer en priorité ce qui est important. Et voilà, bon, ça sert à rien de revenir sur le passé. L'important, c'est finalement qu'il a conclu ce partenariat et qu'il a appris à se fixer les bonnes priorités maintenant. Mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que sans cette prise de conscience, les 6 mois et les 50 000 euros perdus, ben, ce serait transformé en 1 an et 100 000 euros perdus, puis en 2 ans et 200 000 euros perdus, et au final, il n'aurait probablement jamais fait cette action-là. Ouais. Et c'est un des nombreux exemples qui montrent qu'il est primordial vraiment d'avoir un mental d'entrepreneur avant toute chose et de vraiment faire un travail sur soi avant de chercher la petite technique miracle. Et je pense qu'une des choses vraiment sur lesquelles il faut travailler et qu'il faut développer quand on est entrepreneur, c'est la gestion du temps et apprendre à avoir une gestion du temps efficace. Ça c'est vrai. Ça c'est quelque chose que je retrouve souvent
dans les commentaires sur les commentaires de mon blog, Mhm. les gens se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour développer leurs affaires, etc. Parce qu'on a beaucoup sur mon blog, on a une grosse communauté de personnes qui se lancent dans les affaires à côté de leur travail, Mhm. ou alors qui élèvent des enfants à la maison, etc. et qui n'ont pas forcément le temps de bien développer leurs affaires. Et c'est Mhm. vrai que c'est quelque chose de récurrent. Tout le monde se plaint de ne pas avoir assez de temps pour développer son affaire, mais je pense que c'est plutôt un problème de gestion du temps Ouais. qu'un manque de temps. On a tous 24 heures dans une journée. Après, c'est vraiment la manière dont on le gère qui fait une différence. Tout à fait. Mais tu l'as dit et je pense que trop de personnes l'oublient et je le rappelle dans toutes mes formations où c'est pertinent, hein, que bah voilà, on a tous 24 heures dans une journée et dire je n'ai pas le temps de faire cela, bien quelque part c'est juste une excuse parce que si d'autres personnes ont le temps de le faire et que tout le monde sur Terre a le même temps par journée, bien Bien sûr. on peut le faire. La seule différence, c'est dans la gestion de ce temps, même si le mot est mal choisi, hein, gestion du temps, c'est pas vraiment le bon mot. Mais bon, je Mhm. vais utiliser celui-là parce que c'est, je pense, celui que tout le monde comprend. Mais ok, tu me donnais quelques astuces. Euh, Peut-être une petite parenthèse avant pour les personnes justement qui développent leur business en même temps qu'un job à plein temps et des enfants, etc. J'étais Ouais. là-dedans, donc je vais peut-être donner également un petit conseil supplémentaire par rapport à ça. Ouais, si tu peux nous donner un peu des astuces ou des Ouais. trucs pour régler ce genre de problème, ça serait pas mal. Je pense Voilà. que ça aidera nos lecteurs, hein. Alors, il y a la gestion du temps, donc ça je vais en parler dans un instant, et il y a aussi la gestion de l'énergie. Donc quand on a un job à plein temps et Mhm. que le soir et le week-end on essaye de gérer vie de famille, vie sociale et des business qu'on essaie de faire décoller, ce qui va être important également, c'est de bien gérer son énergie. Là, je vais peut-être rapidement donner quelques conseils à ce niveau-là. Il y a quatre choses, je pense, qui sont importantes pour la gestion de l'énergie. La première, bah, c'est au niveau de l'énergie physique, donc celle qui fait qu'on est fatigué ou en pleine forme physiquement. Mhm. Bah, pour jouer vraiment sur l'énergie physique, il faut avoir une alimentation adaptée. C'est extrêmement important. Je pense que c'est 80% vraiment de l'énergie qu'on a, c'est l'alimentation, une bonne alimentation. Et là, il y a plein de conseils qui existent hein, sur le web et j'en donne pas mal dans mes formations également. Une bonne gestion du repos. Trop d'entrepreneurs vont se coucher à 2 heures du matin et se lèvent à 6 heures pour reprendre le boulot parce ils pensent trop de choses à faire. Et je pense que on peut le faire de temps en temps, ça m'arrive aussi quand on a vraiment un gros rush, beaucoup de choses à faire, mais dans l'idéal, il faut quand même avoir 7-8 heures minimum de sommeil par nuit. Euh, Mhm. donc voilà, de temps en temps, on peut éventuellement Ouais, faut pas que ça un devienne une peu plus, habitude, quoi. mais il faut pas espérer pouvoir tenir un rythme. On dort 4 heures par nuit pendant des mois, euh, ou Ouais. alors on risque d'avoir des problèmes sur le long terme. Donc ça c'est la première chose pour l'énergie physique. Ensuite, il y a l'énergie émotionnelle, et c'est vrai que souvent on n'y pense pas, mais si on n'est pas enthousiaste, si on n'est Mhm. pas motivé par ce qu'on fait, euh, on est beaucoup moins productif aussi. Donc il faut savoir rester enthousiaste, toujours se remémorer des raisons pour lesquelles on s'est lancé dans ces projets-là et toujours se remotiver en permanence parce qu'au début d'un projet, on est toujours hyper motivé, mais au bout de quelques semaines et surtout quand les premières difficultés arrivent, eh bien cette motivation et cette énergie peuvent rapidement tomber. Donc ça c'est bien de toujours faire attention à ça. Et puis voilà, pour l'énergie, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'aimerais bien parler de la gestion du temps aussi. Mais ça, Ouais. c'est vraiment deux points qui sont importants, surtout pour les personnes qui gèrent un job à plein temps, en Mhm. plus d'activités sur le côté, hein. D'accord. Alors, pour la gestion du temps, quelques astuces. Eh bien, ça me rappelle un petit peu une question que j'ai eue concernant la gestion des priorités lors d'une de mes formations. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde sait à peu près que la base de la gestion du temps, bah, ça consiste à identifier des priorités de manière rationnelle.
mais nombreux sont les entrepreneurs qui n'arrivent pas à faire le tri parmi leurs tâches. Ils n'arrivent pas à dire cette tâche est prioritaire par rapport à celle-ci. Et cela est dû essentiellement, donc dans mon expérience dans le coaching et dans les formations que j'ai pu donner sur le sujet, c'est essentiellement dû au fait que ces entrepreneurs n'ont pas défini d'objectifs ou pas d'objectifs suffisamment précis. D'accord. C'est la base de tout, les objectifs en gestion du temps, parce que quand on doit déterminer quelles sont les tâches les plus importantes de notre liste de tâches, on doit les classer en fonction du potentiel qu'ont ces tâches à nous faire avancer vers notre objectif. Il faut vraiment commencer par les tâches qui vont nous permettre d'avancer le plus vers nos objectifs. Mais sans objectif clair, on a l'impression que toutes les tâches sont d'égale importance en fait. Et donc, si je peux donner un conseil en termes de gestion du temps qui va aider pas mal d'entrepreneurs, je dirais qu'il faut d'abord définir avec précision ce que l'on veut obtenir et ensuite reprendre sa liste de tâches et se demander quelles sont celles qui vont nous faire avancer le plus vers cet objectif. Et ce sont ces tâches-là qui vont être les plus importantes et qui vont être prioritaires par rapport à tous les autres. D'accord. Ok. Donc là, tu nous parles des objectifs. C'est sûr que ça a l'air vraiment important. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le faire vraiment de manière efficace, pour bien déterminer ces objectifs? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet? Oui. Alors, les objectifs, c'est vraiment quelque chose que j'ai étudié depuis depuis des années. En fait, quand j'étais employé, c'était quelque chose qui me passionnait aussi. Et en termes de fixation d'objectifs, il y a vraiment plusieurs écoles, mais la méthode la plus répandue, celle qui revient le plus souvent, je pense que tu as dû en entendre parler, c'est la méthode SMART. D'accord, ouais. Donc c'est l'acronyme de spécifique, mesurable, accessible, réaliste et marqué dans le temps. D'accord. Alors c'est une méthode qui est très bien pensée d'un point de vue logique, mais pour l'avoir utilisée de manière intensive pendant des années, je peux dire qu'elle est à déconseiller, surtout si on a une tendance à voir à très court terme en fait. D'accord. Alors je vais expliquer pourquoi. Premièrement, les objectifs SMART sont souvent des objectifs accessibles à court terme, et donc ce ne sont pas des objectifs qui sont très ambitieux et très motivants. Parce que c'est rare de pouvoir atteindre quelque chose de très ambitieux et de vraiment extraordinaire en quelques semaines ou en un mois. D'accord. Ensuite, ce qui est important vraiment à comprendre si on veut avoir une activité qui va exister aujourd'hui et dans 10 ans, c'est de comprendre que si on va d'objectif court terme en objectif court terme, on est occupé à gérer sa vie un petit peu comme on construirait un monstre de Frankenstein. D'accord. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire de Frankenstein, ils savent que c'est un monstre qui a été créé à partir de morceaux de cadavres qui ont été pris ça et là dans divers cimetières. C'est ce qui explique que Frankenstein soit difforme et qu'il ait de nombreux problèmes en fait. Alors, je vais transformer cette métaphore dans le monde des entrepreneurs. Donc, dans le monde des entrepreneurs, si on va d'objectif court terme en objectif court terme, ça pourrait donner un parcours du style on commence par lancer un blog, et puis on essaye d'obtenir un trafic important pendant 6 mois, puis on abandonne, puis on se lance à la conquête de Facebook et de Twitter, puis on essaie de se créer une liste de prospects email, puis on laisse plus ou moins ça de côté, puis on essaie de créer un produit, puis on essaie de comprendre comment on va bien pouvoir vendre ce produit, et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Et personnellement, j'ai fait la même erreur au début, et puis je me suis dit à un moment donné, il faut vraiment que j'ai plus de cohérence et plus d'efficacité. Et j'ai donc commencé à me demander ce qui allait être le plus important sur le long terme. J'ai essayé vraiment de me créer un objectif long terme avec un fil rouge pour avoir une cohérence et surtout une efficacité, que toutes mes actions me fassent avancer dans une même direction pour qu'au final, j'arrive plus loin que si je fais une petite chose à gauche et puis une petite chose à droite et puis une petite chose en arrière et au final je tourne en rond. Voilà, on voit tout de suite qu'il n'y a pas beaucoup d'efficacité là-dedans. Ouais. Et personnellement, j'en suis arrivé à me fixer 2 objectifs qui sont
les objectifs principaux, et je pense qu'ils vont rester les objectifs principaux pendant toute ma vie d'entrepreneur, c'est premièrement de développer des relations excellentes avec des partenaires qui sont bons dans ce qu'ils font et que j'aimerais fréquenter en fait. Mhm. Et deuxièmement, de développer une relation de confiance avec mes prospects et mes clients. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont les objectifs qui sont principaux pour moi et qui sont les plus importants par rapport à tout le reste. Et je pense que ce sont des objectifs qui vont être très différents de la plupart des entrepreneurs quand ils commencent en fait. Hein. Mhm. C'est un petit peu comme quand dans une entreprise où on définit les valeurs de l'entreprise en fait. Voilà, c'est un petit peu dans le même esprit, sauf que là, c'est peut-être un petit peu plus concret, puisque là, j'essaie vraiment d'obtenir quelque chose. Mhm. Puis, bon, évidemment, il y a là-dedans des choses qui vont être plus mesurables et autres. Mhm. Et ça, ce sont les sous-objectifs qui sont fixés par rapport à ça. Mais bon, ça reste quand même la ligne directrice. Et D'accord. moi, ce que j'ai remarqué dans mon expérience d'entrepreneur, c'est que à partir du moment où j'ai commencé à me concentrer sur ces deux objectifs, j'ai commencé à avancer beaucoup plus vite dans mon business en fait. Hein. Et il y a même des blogueurs qui avaient commencé de nombreuses années avant moi, qui sont venus me demander comment je faisais pour atteindre ce type d'objectif en si peu de temps. Et en fait, la réponse est simple. Hein. Je me suis vraiment concentré avec obsession sur ce qui était le plus important, pendant qu'eux perdaient des semaines et des mois à refaire le design de leur blog, puis à essayer d'avoir 10 000 followers sur Twitter, puis à animer une page fan Facebook, etc., etc. Et donc, je dis pas que ce sont des étapes qu'il faut pas faire du tout. Je pense que voilà, si on a le temps de faire ça après, il faut le faire. Maintenant, il y a peut-être des choses qui sont plus importantes que ça dans la vie d'entrepreneur. Et évidemment, il faut pas prendre les mêmes objectifs que moi. Hein. C'est vraiment en fonction de ce qu'on essaye de réaliser, en fonction de son secteur d'activité, en fonction de ses objectifs dans la vie aussi, qu'il faut vraiment se fixer des objectifs long terme et puis à partir de là, faire des sous-objectifs pour vraiment avoir une cohérence plutôt que de faire des petits objectifs à gauche, à droite, en arrière et tourner en rond et au final ne rien obtenir en fait. Hein. Ouais. Et ça c'est vrai que c'est souvent le problème. Ouais, je pense aussi. Ok, donc tout ça, ça semble vraiment être efficace. J'ai souvent remarqué aussi que les personnes qui démarrent dans les affaires préfèrent investir justement dans des outils ou des formations marketing plutôt que dans leur développement personnel, même si c'est complètement lié aux affaires. J'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte en fait que de l'importance du développement personnel par rapport à la gestion de son entreprise. Bon, comme tu le sais, certainement, moi je suis déjà convaincu par tout ça. À mon avis, c'est la base de tout. Et si on ne travaille pas sur soi d'abord, on peut pas réussir dans les affaires, tout simplement. Est-ce que tu peux m'aider à convaincre mes lecteurs que c'est vraiment quelque chose d'hyper important et que c'est la base de tout avant d'acheter une formation marketing? On doit d'abord travailler sur soi. Oui, oui. Mais en fait, j'ai exactement la même impression que toi. J'ai vraiment l'impression que de nos jours, de plus en plus d'entrepreneurs comptent beaucoup sur de nouvelles techniques qu'ils ont trouvées sur Internet pour faire tourner leur business, plutôt que sur leurs compétences et sur leur mentalité d'entrepreneur, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment une grave erreur qui ne va pas manquer d'en faire échouer quelques-uns à moyen et à long terme, en fait. Hein. Si aujourd'hui tout entrepreneur qui se respecte se doit d'utiliser des techniques comme l'affiliation, l'emailing, le référencement et le reste pour espérer avoir du succès. Et d'ailleurs, j'utilise la plupart de ces techniques moi-même. Donc même s'il est important d'utiliser ces techniques aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 15 ans, personne n'utilisait ces techniques-là et les entreprises les entreprises existaient et surtout, je pense qu'il serait fou de penser que dans 15 ans, on fera du marketing comme aujourd'hui. Hein, Bien sûr. alors il y aura des choses qui vont rester, mais ce sera jamais exactement comme aujourd'hui. Il serait même plus sensé de penser que d'ici là, nous utiliserons probablement des médias qui n'existent même pas encore aujourd'hui en fait. Hein. Ouais, tout à fait, Donc, ça c'est sûr.
En d'autres termes, tous ceux qui ont basé toute leur stratégie sur de nouvelles techniques miracles risquent vraiment d'avoir de grosses difficultés dès que ça va changer, dès que le marché va changer. Et pour prendre une analogie que j'ai entendue récemment sur le marché américain, je dirais que le mental pour un entrepreneur peut être comparé au pouvoir de Superman et que les nouvelles techniques de marketing seraient un petit peu comme les gadgets de Batman. D'accord. Je vais expliquer, hein. C'est sûr que Batman est avantagé par ses gadgets, mais Batman reste un homme normal qui peut être tué, par exemple, par une balle de revolver. Mhm. Dans le monde des entrepreneurs, une balle de revolver, ça pourrait être un rejet par Google, par exemple. Alors, Ouais, tout à fait. Ouais. combien d'entrepreneurs aujourd'hui basent 80% de leur stratégie sur le référencement? Mm. Moi je trouve ça complètement fou parce que si demain Google devait les faire disparaître de leurs résultats de recherche, ils perdraient instantanément 80% de leur chiffre d'affaires. Donc Ouais. je pense qu'il y a énormément de et d'ailleurs c'est arrivé aux États-Unis. Je pense qu'il y a eu ce qu'ils appellent un Google Slap où il y a eu des centaines de milliers de sites qui ont été d'un coup rayés des résultats, donc qui ont été blacklistés, comme ils disent, qui Mhm. ont disparu des résultats des moteurs de recherche et qui ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires en un clin d'œil, quoi. Et de nos jours, je pense que cette menace plane de plus en plus pour ces personnes-là, parce que Google est de plus en plus exigeant tant au niveau de ses résultats naturels, mais aussi au niveau de ses publicités. Parce qu'il y a Ah plein oui, oui. d'entrepreneurs qui font aussi de la pub. Moi-même, hein, j'en fais. J'utilise leur système Google AdWords. Et j'ai pu voir qu'il y a quelques années, il y avait des types de sites qui étaient tout à fait admis par Google dans leur système de publicité et qui aujourd'hui sont rejetés, quoi. Donc, Ouais, ben, à ce sujet, il y a eu, c'est l'année dernière que ça s'est passé. Tout le monde travaillait avec des squeeze pages ouais. dans AdWords. Maintenant, c'est plus possible. Et il y Mhm. a des gens qui ont perdu, comme tu dis, à 80% de leur chiffre d'affaires parce que tout était basé sur AdWords. Et d'un seul coup, ils se sont fait éjecter d'AdWords et plus rien, plus de chiffre d'affaires pour continuer. C'était la panique. Ouais, ouais. Non, et je pense que vraiment il y a une volonté de Google et de plein d'autres services d'aller toujours plus loin dans la restriction. Et un autre exemple, de nombreux entrepreneurs, et moi y compris, hein, utilisent l'emailing et comptent beaucoup sur leur liste de prospects email. Donc il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont compris ça. Et voilà, la question qu'il faut se poser, je pense, c'est que se passe-t-il si demain, par exemple, on a Gmail et pourquoi pas Hotmail qui décident de bloquer tous les mails qui viennent de solutions d'emailing comme Aweber ou Mailchimp, par exemple. Mhm. À ce moment-là, si ça devait arriver, je pense qu'il y aurait pas mal d'entrepreneurs qui feraient faillite du jour au lendemain, hein. Et donc, voilà, ça c'est le problème quand on est un petit peu un entrepreneur à la Batman, c'est qu'on a plein de beaux gadgets qui fonctionnent aujourd'hui, mais qui fonctionneront peut-être plus demain. Et Batman sans ses gadgets, c'est un être humain comme tout le monde qui risque sa peau tous Tout les à fait. jours. Donc voilà, je pense que par contre, si on a un mental d'entrepreneur, on est un petit peu comme Superman. Parce Mhm. que à ce moment-là, quand on a vraiment un mental d'entrepreneur, on ne se repose pas sur deux ou trois petites techniques. On sait comment gérer les risques et surtout, on est capable de trouver des solutions à la plupart des problèmes qui pourraient arriver. On Mhm. est capable de trouver ces solutions, premièrement parce que on sait comment rester motivé et ne pas paniquer quand on a un problème, et surtout, on a des techniques de résolution de problèmes et de créativité et autres qui nous permettent de passer outre ce genre de problématiques-là. Et en plus de ça, déjà à l'avance, en général, on a géré les risques et donc on a prévu le coup. On a su surtout, quand on est un entrepreneur digne de ce nom, se rendre compte que il faut absolument pas qu'il y ait des unique point of failure, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire des stratégies uniques qui, si demain ne devait plus exister, nous ferait faire faillite. Donc, Ouais. quand on a vraiment l'esprit entrepreneur et qu'on sait gérer les risques, on a prévu ce genre de choses et on a toujours des alternatives qui sont prêtes au cas où. Et
Métaphoriquement, les balles de revolver que Google ou Hotmail pourraient tirer sur un entrepreneur Superman, j'aurais envie de dire, eh bien, ces balles ricocheraient D'accord. sur Superman parce qu'il aurait prévu le coup et aurait été capable de trouver une solution si nécessaire, sans perdre de motivation ou d'énergie. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre aux entrepreneurs que je coach et dans mes formations, en fait. D'accord. Bah, écoute, super. Je pense que ça va vraiment aider de nombreuses personnes à comprendre vraiment à quel point c'est important pour leur avenir. Et je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de l'expliquer aussi clairement. Alors maintenant, est-ce que Avec tu plaisir. pourrais nous donner un exemple? Moi, j'aime bien avoir l'exemple des plannings d'une journée type des personnes qui réussissent. C'est toujours des bons modèles à suivre. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une journée type de Olivier Leroux, pardon. À quelle heure tu te lèves, quand tu commences à travailler, qu'est-ce que tu fais en premier, tu finis par quoi? Allez, raconte-nous une journée type d'Olivier. Mhm. Alors, j'essaie de me lever tous les jours à la même heure pour habituer mon corps en fait à être actif dès ce moment-là. Donc, il faut D'accord? savoir que l'être humain fonctionne beaucoup par habitude. Et donc, Mhm. si on s'habitue à se lever toujours à la même heure et à faire à peu près toujours la même chose dans la même séquence, notre corps va s'habituer au bout de quelques jours vraiment à ce rythme-là et donc euh, on va inconsciemment, à partir d'une certaine heure, vraiment devenir productif dès cette minute-là en fait, hein. Et donc, D'accord. ce que je fais, c'est vraiment, j'essaie de me lever tous les jours à la même heure et ensuite je répète à peu près toujours le même schéma et je me prépare mon petit déjeuner que je mange Bien sûr. en lisant quelque chose d'inspirant ou de motivant. Mhm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que j'ai remarqué que la, la première heure dans une journée, donc ça c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est je l'ai entendu de pas mal de coachs, notamment aux États-Unis, et j'ai pu le ressentir moi-même, c'est que la première heure dans une journée va vraiment dicter tous les la manière dont on va se sentir pendant tout le reste de la journée en fait. Donc Mhm. si dès la première heure on fait quelque chose qui nous fait plaisir et on lit ou on regarde une vidéo qui va être inspirante ou motivante, on va vraiment être plus motivé tout au long de la journée. D'accord. Et donc j'essaye de me mettre à travailler et enfin, en général j'y arrive assez bien, toujours à peu près à la même heure. En général ça tourne aux alentours de 8h30 ou 9h en fait. Mhm. Donc, j'ai la chance de travailler de la maison la plupart du temps. Et donc, D'accord. voilà. Je ne dois pas passer une heure dans les embouteillages pour arriver au travail. Ça, je pense que Ça, c'est l'avantage qui est vraiment très, très, très appréciable. tout à fait. Et donc, je commence ma journée toujours par mes tâches prioritaires. Et D'accord. pourquoi? Bah, premièrement parce qu'elles sont prioritaires, et deuxièmement parce que une fois que je les ai réalisées, généralement, je ressens une estime de moi-même qui est plus grande, parce que quand on a fait quelque chose qui a vraiment de l'importance pour nous, et c'est quelque chose qui se vérifie chez les entrepreneurs que je coach également, eh bien on se sent tout de suite beaucoup mieux et on est encore plus prêt à affronter le reste de la journée en fait, hein. D'accord. Et une fois que mes tâches prioritaires sont évacuées, eh bien je me lance dans les autres tâches par ordre d'importance tout simplement. Et Mhm. donc j'essaie de me coucher pas trop tard non plus, histoire d'avoir au minimum 7 à 8 heures de sommeil par nuit en fait. D'accord. Et à quel moment est-ce que tu planifies ta journée? Je planifie en fait ma journée donc dans mon planning je prévois une demi-heure à la fin de ma journée pour D'accord. planifier en fait pour la journée suivante. D'accord. Euh, Donc tu fais toujours la veille pour le lendemain. voilà, et la raison est simple, c'est que quand ce qu'on doit faire le lendemain n'est pas clair, généralement en tant qu'entrepreneur on peut avoir un certain stress au moment d'aller se coucher.
Et donc, ça peut jouer sur la qualité de notre sommeil. Tandis que quand D'accord. on sait exactement ce qu'on va faire le lendemain, et par exemple si on a des difficultés ou des problèmes dans certains domaines, et qu'on a un plan d'action qui est bien défini, qui est très clair dans notre tête avant de se coucher, eh bien on dort mieux, on est moins stressé, et le matin on se lève plus facilement avec un sourire, et on est plus motivé. Donc, Ok. Ah, merci pour ces informations qui sont vraiment très précieuses avec plaisir. si on veut copier les bons modèles. Donc au niveau de la formation, on en a pas mal parlé. C'est vraiment quelque chose d'important dans ton domaine. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues à apprendre, à te former régulièrement? Si oui, de quelle manière est-ce que tu le fais? Est-ce que tu lis des livres, tu suis des Mhm. cours? Comment est-ce que tu t'organises pour vraiment rester au top de ce qui se fait de mieux dans ton domaine? Alors, ma réponse va sans doute surprendre parce qu'aujourd'hui, j'essaie de limiter en fait les formations que je suis. J'en suis toujours parce que voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Mais il faut savoir que pendant, donc je l'ai dit, hein, pendant des années, j'étais un véritable junkie. Mhm. Je D'accord. lisais tous les articles, tous les livres qui m'intéressaient. Je dépensais des milliers et des milliers d'euros dans de nombreuses formations et des séminaires. Mais au final, je mettais que très peu de conseils en pratique, hein. Donc, au final, c'était pour la plupart, pas pour tout, mais pour beaucoup, une perte de temps et d'argent inutile en fait. Et Mhm. donc aujourd'hui, quand je suis attiré par une formation ou un livre, je me pose plusieurs questions avant de me décider. La première question que je me pose en général, c'est est-ce que cette formation ou ce livre peut m'aider à avancer vers mes objectifs les plus efficaces, allez, plus efficacement que mes stratégies actuelles, Mhm. et surtout dans les semaines qui viennent. Parce que D'accord. si j'ai pas le temps vraiment d'incorporer ces stratégies dans mon planning actuel, eh bien je me dis que ça sert à rien de de suivre cette formation maintenant parce que j'aurais tout oublié dans 3 mois quand j'ai Mhm. le temps de le faire. Et puis voilà, ce sera encore une fois du temps et de l'argent perdu. Ensuite, ce que je me demande, c'est est-ce que l'auteur a prouvé qu'il était dans ma situation auparavant et est-ce qu'il a prouvé qu'il a été capable d'atteindre les objectifs que je cherche moi-même à atteindre grâce à cette seule stratégie? Mhm. Alors si je réponds non à une de ces deux questions, je passe immédiatement à autre chose. D'accord. La seule exception serait les formations ou les séminaires où je suis certain de rencontrer des partenaires potentiels avec qui j'aimerais travailler. Donc comme je Mhm. l'ai dit, ça fait partie de mes objectifs principaux. Donc à ce moment-là, il est possible que j'aille à une formation qui va pas m'aider énormément dans ce que j'essaye d'atteindre, mais simplement pour rencontrer des personnes. Mais sinon, j'évite tout simplement de suivre 3 millions de formations pour rien. Je choisis vraiment uniquement les formations qui vont m'aider à court terme à avancer vraiment sur mes objectifs plus rapidement que tout ce que j'ai planifié de faire actuellement. Et si je D'accord. suis sûr que c'est vraiment ce qui va se passer, à ce moment-là, je suis la formation, sinon je passe vraiment à autre chose. Ok. Intéressant. Et par rapport au livre, je Mhm. suppose que tu en as lu un paquet Oui. dans ta période junkie. Quels sont les livres que tu peux nous conseiller, ceux qui ont vraiment changé ta vie d'entrepreneur? Donc si tu peux nous donner une petite liste que je rajouterai sur mon blog. Mhm. Alors, ouf, il y en a beaucoup, hein. Euh, Prends vraiment les plus puissants. Ok. Comme ça, je dirais The E-Myth Revisited. Je ne sais pas s'il existe en français. C'est vraiment un livre qui est très intéressant quand on base une partie de son activité sur Internet Mhm. ou toute son activité sur Internet. Ça permet de se rendre compte de certaines choses. Je suis pas d'accord avec tout ce qui est dans le livre, mais je pense qu'il y a vraiment quelques pépites d'or pour tout entrepreneur qui se lance dans le web. Mhm. Le deuxième livre, un peu, enfin c'est pas vraiment la même chose, mais qui reprend certains concepts de ce premier livre, c'est La semaine de 4 heures. Alors, D'accord. je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que dit l'auteur, hein, Tim Ferriss, Mhm. parce que je trouve qu'il a une vision
enfin il avait en tout cas au moment où il a écrit ce livre, je pense qu'il a évolué depuis, mais il avait une vision trop systémique à mon goût et trop court terme de l'entreprise. Mais je trouve qu'il y a vraiment des concepts qui sont très utiles dans son livre. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui permettent à pas mal d'entrepreneurs d'ouvrir les yeux sur sur certains comportements et sur certains objectifs qu'on aurait pu se fixer. D'accord. Alors il y a un grand classique, hein, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui en auront entendu parler. Ouais, ouais. Un autre grand classique qui lui a vraiment changé pas mal de choses dans ma manière de faire, ce serait les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. D'accord. Et alors, peut-être un dernier, La stratégie du dauphin. Donc ça, c'est un livre qui est peut-être un peu moins connu, qui permet entre autres de rapidement repérer les personnalités des personnes qui nous entourent et de vraiment savoir comment réagir de manière efficace à certains types de personnes, que ce soit au niveau de nos entrepreneurs, de nos partenaires, qu'au niveau de nos employés éventuellement. Ça permet vraiment de facilement identifier quel type de personne est en face de nous et de facilement savoir comment il faut réagir face à ce type de personnes. D'accord, en effet, ça devait être intéressant. Ouais. Donc merci pour les livres, en tout cas, c'est sympa. Avec plaisir. Est-ce que tu as suivi des modèles, des mentors pour en arriver là? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous les citer? Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important si on veut réussir en tant qu'entrepreneur? Alors, je pense que c'est extrêmement important de modéliser en fait la réussite d'autres personnes. C'est, je pense, le chemin le plus court. Encore faut-il savoir exactement comment ils ont fait pour arriver où ils en sont. Et souvent, ce qu'on peut voir comme ça, en essayant d'observer un petit peu leur stratégie de dehors, c'est souvent une vision tronquée de ce qu'il fait, donc de ce qu'ils font. C'est souvent il manque des éléments, mais bon, je pense que c'est important quand même de partir d'un modèle. Personnellement, j'ai eu de nombreux mentors, mais j'ai toujours aimé faire les choses à ma manière. Je pense que c'est important quand même de garder sa personnalité. Pour donner quelques exemples, je me suis inspiré d'Anthony Robbins, Eben Pagan, que pas mal d'infopreneurs doivent connaître. Brian Tracy, Brandon Burchard, Tim Ferriss aussi, et de nombreux autres, mais ça je pense que ce sont les principaux. Et c'était souvent pour des choses très très spécifiques, pour lesquelles je les estime être vraiment très bons. Mais j'ai toujours remanié leur stratégie à ma façon. Donc voilà, mais je pense que si on veut vraiment modéliser avec efficacité, j'ai envie de dire, ce que font certaines personnes, je pense qu'il faut investir dans leur programme de formation. Ce qu'on peut voir de loin, je pense que c'est que la partie émergée plutôt de l'iceberg. Et donc voilà, je pense qu'il faut creuser un peu plus loin que ça. Mais oui, je pense que c'est extrêmement important de suivre des personnes qui ont en tout cas accompli ce qu'on essaie d'accomplir sur le long terme. D'accord. Et si tu devais repartir de zéro aujourd'hui, donc avec 0 € en poche, qu'est-ce que tu ferais? Comment est-ce que tu t'y prendrais et par quoi tu commencerais? Alors j'éviterais de faire les erreurs que j'ai fait au début et je commencerai vraiment par définir ce que je veux atteindre dans les 15 à 20 ans. Et ensuite, je prendrai 3 ou 4 modèles, donc 3 ou 4 personnes qui ont réalisé à peu près ce que je veux faire, et je m'inspirerai de leur parcours pour définir mes sous-objectifs en fait. D'accord. Et j'apprendrai ensuite les bases pour éliminer la procrastination, parce que c'est extrêmement important. Sans ça, il n'y a rien qui se passe. Et j'augmenterai ma productivité et j'apprendrai surtout des méthodes de résolution de problèmes les plus efficaces qui existent en fait. D'accord.
Ok, comme ça c'est bien clair. Ça, Ça va aider nos vraiment lecteurs. la base de tout. Ouais. Je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui commencent par ce genre de choses. Et je pense Ça que c'est c'est vraiment pourtant la base hein, de la réussite en tant qu'entrepreneur. Et puis ouais, c'est après, vraiment. il y a tout ce qui est marketing qui est important aussi, mais qui, à mon sens, est vraiment secondaire par rapport à tout ce que je viens de citer. Bien sûr, c'est plus en fait des outils qui aident à obtenir ce qu'on veut, mais c'est pas la base Voilà, de- c'est un peu comme si on donnait un tournevis à une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'une vis et, et qui ne sait pas Oui, comment oui. il doit l'utiliser Je et qui sais a même plus pas ou qu'elle moins. doit voilà, utiliser un tournevis. Ouais. Ça c'est sûr que ça sert à rien. Voilà. Par contre, si on apprend le métier d'ouvrier, à ce moment-là, même si on n'a pas le meilleur tournevis du monde, eh bien, on arrivera toujours à se débrouiller. Euh, Ça c'est sûr. Ça voilà. c'est sûr. Euh, alors pour toi, quelle est la qualité la plus importante qu'il faut avoir pour réussir en tant qu'entrepreneur? Il y en a beaucoup. Je dirais qu'au début, il faut surtout avoir un désir brûlant de créer son entreprise, que ce Mhm. soit pour la liberté que cela peut procurer ou pour changer le monde ou autre chose. Hein. Mais je pense que ce désir est vraiment important au début pour se lancer et vraiment y aller à fond, quelles que soient les difficultés qui pourraient arriver. Mhm. Et ensuite, je pense qu'il faut être capable de garder la motivation et de prendre les bonnes décisions stratégiques sur le long terme si on veut exister demain, après-demain et dans quelques années. Ça c'est sûr. Ouais. C'est sûr que on en parlait aussi. J'ai déjà fait une interview de Cyril Kriegel. Je pense que tu Mhm. le connais. Ouais. Et on avait également parlé de ce désir brûlant parce que c'est vraiment, je pense, la base de tout. Si on n'a pas un réel désir de faire ce qu'on veut entreprendre, eh ben on n'y Mhm. arrivera jamais parce que aux premières difficultés, on va tout de suite s'essouffler et on va perdre la motivation et on va pas aller plus loin. Tout à Ça fait. c'est Je vais peut-être donner un exemple aussi par rapport à Tim Ferriss. Alors, je vais certainement pas sûr. critiquer Tim Ferriss. J'ai dit plus haut que voilà, c'est un de mes modèles. Donc, il y a pas mal de choses que je trouve qui sont assez fabuleuses chez ce personnage. Maintenant, si on lit son livre La semaine de 4 heures, qui est pleine, encore une fois, je le répète, de choses intéressantes. Par contre, si on prend le business model, le modèle d'affaires qu'il a utilisé pour créer ce qu'il appelle sa muse, hein, ce qui est un business automatique en fait, qui lui rapporte de l'argent sans trop devoir y passer du temps. Aujourd'hui, je pense que faire les choses exactement comme il le décrivait dans son livre qui date, je pense, de quelques années déjà maintenant. Déjà, il y a des choses qui ne seraient plus possibles à faire. Il parle notamment de faire des tests avec des campagnes AdWords, avec des pages soit de sites en construction ou autres. Ça, par exemple, c'est plus possible aujourd'hui. Donc, Ouais. si on voit l'entreprise juste comme quelque chose qui va nous rapporter de l'argent et qu'on n'a pas ce désir vraiment brûlant de réaliser quelque chose qui a du sens ou autre, je pense qu'on n'est pas fait pour durer parce que là, c'est l'exemple typique. Hein. Si on a une entreprise qui est automatique, qui fonctionne aujourd'hui avec AdWords, aujourd'hui elle va fonctionner. Maintenant, dans 3 ans, je suis pas certain que ce modèle fonctionnera encore aussi bien qui fonctionne aujourd'hui. Donc ça a fonctionné certainement pendant des mois, probablement des années, mais après, au bout d'un moment, s'il est en automatique et qu'on ne gère plus de manière stratégique ce qui se passe, je pense que au bout d'un moment, c'est un modèle qui va finir par tomber et qui ne fonctionnera plus. Donc d'où l'importance vraiment, je pense, de ce désir brûlant et d'avoir et que l'entreprise ait un sens quelque part dans la vie de l'entrepreneur et qui est quand même quelque chose d'important qui se dégage de là. Enfin, ça c'est ma vision des choses et je pense qu'elle se vérifie dans pas mal de situations. Ça c'est certain, c'est un peu, je veux dire, comme dans le jardinage, on peut commencer à faire pousser une plante,
Si on continue pas à s'en occuper et à l'arroser régulièrement, si on n'est pas si on lui donne pas un peu d'amour, si on lui donne pas un peu de soi, elle va s'arrêter de grandir, elle va sécher. C'est une entreprise, c'est la même chose. Si on la fait juste pour gagner un petit peu d'argent et puis qu'on s'en occupe plus, qu'on automatise complètement et qu'on n'a aucune émotion vis-à-vis de l'entreprise, ça peut pas fonctionner longtemps en tout cas. Ben, je pense, hein. Et puis encore une fois, donc il faut pas tout rejeter non plus. Je pense que automatiser certaines choses, c'est C'est pas, nécessaire, c'est nécessaire. c'est très bien. Ça permet ça fait partie aussi de la gestion du temps. Hein. C'est la délégation ou l'outsourcing. C'est quelque chose qui est nécessaire et qui permet de gagner en productivité. Maintenant, si on automatise tout, je pense qu'on prend de gros risques sur le moyen long terme. Donc ça c'est voilà pourquoi je dis que je pense que le désir brûlant est vraiment le fait que l'entreprise soit intégrée dans une certaine vision du monde qu'a l'entrepreneur. Bah, c'est quelque chose qui va être important, quoi. C'est clair. Alors enfin, quel conseil est-ce que tu donnerais à des personnes qui souhaitent se lancer aujourd'hui dans les affaires en ligne? Quels sont les trucs et astuces que tu leur donnerais pour réussir? Alors, ben, je conseillerais de faire quelque chose qui est très difficile quand on se lance. Encore une fois, je sais parce que j'ai fait cette erreur au début. C'est vraiment de penser long terme dès le début. Évidemment, il faut penser court terme aussi parce que, sauf si on se lance avec de très gros moyens, il faut qu'à un moment donné l'argent rentre, hein, ça c'est clair. Mais je pense que dès le début, je pense qu'il faut pas commencer à construire un monstre de Frankenstein, qu'il faut vraiment avoir un objectif long terme qui soit vraiment pertinent et qui crée une sorte de fil rouge entre aujourd'hui et dans 5, 10 ans, 15 ans, à voir jusqu'où on a envie de voir. Et ça nous permettra aussi d'éviter d'être tenté de sauter sur toutes les opportunités qui ont l'air attractives sur le moment, mais qui n'apporteront pas de résultats sur le long terme, quoi. Et je conseille vraiment aussi d'être réaliste et de se rendre compte que quel que soit le niveau d'enthousiasme qu'on a au tout début quand on se lance, il faut se rendre compte qu'à un moment donné, ça va pas durer toujours, quoi. Il y a toujours un moment où la motivation diminue, même si on a un objectif qui est génial et que ce qu'on essaie de réaliser est vraiment génial. Il y a un moment où si on n'y prend pas garde, la motivation peut tomber. Et je pense qu'il faut vraiment se rappeler continuellement pourquoi on s'est lancé là-dedans, pourquoi on veut développer cette entreprise, quelles sont les raisons fondamentales qui font qu'on se lance là-dedans. Et tout ça pour garder l'enthousiasme et la motivation. Pourquoi? Parce que quand on arrive aux premières difficultés, si on a perdu en motivation, bien qu'est-ce qui se passe? On va être tenté d'abandonner plus rapidement. Et si même si l'entreprise continue d'exister malgré quelques défaites sur certains domaines, ces défaites peuvent représenter un manque à gagner, ce qui diminue encore la motivation. Du coup, on a encore moins envie de se battre face aux problématiques qui ne manquent pas, hein, dans la vie d'entrepreneur. Je pense que quel que soit le business dans lequel on se lance, il y a toujours à un moment donné des problématiques qui peuvent arriver. Et si on perd la motivation, si on perd le mental de gagnant au moment où ces difficultés arrivent, eh bien on risque tout simplement d'abandonner beaucoup plus facilement et donc d'entrer dans un cercle vicieux où on a abandonné face à certaines problématiques. Du coup, on a un manque à gagner, du coup, on est encore moins motivé, on se bat encore moins et voilà, et on est sur une pente glissante et je pense que ça c'est quelque chose qui fait que des entreprises qui fonctionnent très bien la première année peuvent au bout de 2-3 ans glisser légèrement et de plus en plus vers les gros problèmes, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment garder avant tout une bonne motivation, un bon mental et être capable de solutionner tout ce qui va arriver comme difficulté éventuelle. Ok. Et bon, je pense qu'on a déjà bien abordé le sujet, mais quel est pour toi vraiment le plus grand secret qui permet d'obtenir des résultats vraiment exceptionnels? C'est une question que je trouve beaucoup d'entrepreneurs devraient se poser plus souvent.
Et en fait, la réponse est très simple, hein. Les résultats exceptionnels, ils sont obtenus par des décisions exceptionnelles. Si vous faites la même chose que tout le monde, vous obtiendrez les mêmes résultats que tout le monde, c'est-à-dire des résultats moyens, voire médiocres. Un des moyens les plus simples pour pour avoir des résultats exceptionnels, c'est de se demander que font mes concurrents en général, et ensuite de se demander qu'est-ce que je pourrais faire de différent qui me permettrait d'obtenir des résultats exceptionnels par rapport à eux. Alors je vais donner un exemple concret pour que ce soit peut-être plus facile à visualiser. Je pense que tout le monde connaît Tiger Woods, qui est toujours considéré, malgré ses récents problèmes, comme un des meilleurs golfeurs de tous les temps. Mais il y a peu de gens qui connaissent l'histoire que je vais vous raconter, et c'est un moment que de nombreux coachs sportifs considèrent comme le véritable point de départ de son succès, en fait. D'accord. Donc, il y a quelques années, je pense que c'était en 1997, ou quelque chose comme ça, Tiger Woods participe à une des plus grandes compétitions de golf au monde. Et il ne se contente pas seulement de gagner cette compétition, mais il explose tous les records au passage. Record du plus jeune vainqueur, record du parcours, et même le record du plus grand écart avec le second. Mais alors que n'importe qui aurait fait la fête pendant plusieurs jours après un exploit pareil, parce qu'il était vraiment jeune à ce moment-là, qu'il avait beaucoup moins d'expérience que tous les autres, et il a vraiment eu une victoire éclatante, eh bien, alors que tout le monde aurait fait la fête, il a décidé de s'enfermer seul dans sa chambre pendant plusieurs jours, en fait. Et il avait demandé à avoir les cassettes qui avaient été filmées du tournoi, et il les a visionnées en boucle pendant des jours et des jours. Et pendant que ses proches étaient enthousiasmés par sa réussite, lui, il se posait des questions. Et pour lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais il avait du mal à mettre le doigt dessus. Et c'est pour ça vraiment qu'il s'est visionné toutes ces cassettes en boucle pendant des jours et des jours, et qu'il a commencé à analyser vraiment de manière obsessionnelle chacun de ses mouvements pendant le tournoi. Et au bout d'un moment, il téléphone à son coach et lui dit ça ne va pas, c'est le swing, il faut absolument tout changer. Alors, voilà un jeune homme qui vient de remporter un tournoi légendaire et de la façon la plus éclatante qui soit, et qui trouve qu'il y a un problème avec le swing. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Je pense qu'il y a peu de gens qui réagiraient, même parmi les champions, de cette manière-là. Et le coach a été étonné par cette réaction, et puis il lui a dit mais tu sais, Tiger, changer complètement ton swing, ça va te prendre au moins 2 ans d'entraînement très très difficile, et parce que bon, ce geste est vraiment presque incrusté dans tes nerfs et dans tes muscles depuis 15 ans, et changer un geste aussi automatique, ça va prendre énormément de temps, et pendant ce temps-là, tu vas avoir des problèmes avec ta carrière, quoi. Mais Tiger Woods était vraiment déterminé à changer et à améliorer encore son swing malgré ça. Et en effet, son coach ne s'est pas trompé, il n'a plus rien gagné après ça pendant 2 saisons. Mais il ne s'est pas découragé. Il y avait à son programme des entraînements très durs, mais aussi de la musculation en profondeur et de manière presque chirurgicale, parce que pour ceux qui ont fait du golf ou qui ont déjà fait des sports où il faut avoir une certaine précision dans les mouvements, ces personnes-là savent que il y a certains muscles qui doivent rester souples, d'autres qui doivent être plus fermes pour acquérir vraiment une précision de mouvement millimétrée. Et pendant tout ce temps, les médias ont commencé vraiment à se désintéresser de lui, et les sponsors lui donnaient de moins en moins d'argent parce qu'il gagnait plus de tournois. Mais encore une fois, il persistait dans ce qu'il avait choisi de faire. Et il y a eu une dégringolade. Je pense qu'il est passé 25e, puis 33e joueur mondial, lui qui avait été au top quelques mois plus tôt. Et un jour, alors qu'il frappe une de ses 700 balles d'entraînement quotidien, il y a un déclic qui se produit. Et tout concorde. Il réussit à réaliser le swing parfait, et surtout, il arrive à le reproduire encore et encore. Et ce swing, il est vraiment
apprivoisé à ce moment-là et c'est celui qu'il a réussi à créer avec son coach et c'est maintenant le sien et il est vraiment inscrit dans son corps, c'est vraiment quelque chose qui devient naturel pour lui et alors il décide de prendre son téléphone, il téléphone à son coach et lui dit ça y est. Et la suite, tout le monde la connaît. À partir de, je crois, 1999 jusqu'à fin 2000, début 2001, il explose toutes les statistiques du golf depuis la création et devient incontestablement la légende du golf jusqu'en 2009, où il a eu quelques problèmes personnels et qui ont commencé à influencer sa carrière. Mais je suis certain qu'il remontera la pente et en tout cas, encore aujourd'hui, il est considéré comme la légende, le meilleur joueur de tous les temps au niveau du golf. Et cette histoire montre bien que les personnes qui performent le mieux dans le monde, eh bien, ce sont des personnes qui ne pensent pas comme tout le monde. Ce sont des personnes qui sont prêtes à prendre des risques. Ce sont des personnes qui prennent des décisions qui sont très différentes de la plupart des gens. Et si on veut avoir des résultats exceptionnels, il faut prendre des décisions qui sont exceptionnelles et que tout le monde ne prendrait pas, et être capable de prendre des risques, et être capable de se dire là où la plupart des autres golfeurs font 100 balles d'entraînement tous les jours, moi je veux faire 700 balles et je vais travailler également le samedi et le dimanche s'il faut, jusqu'à ce que j'y arrive, quoi. Et donc ça, c'est vraiment le secret, je pense, des réussites exceptionnelles, c'est de se fixer des objectifs et des stratégies que d'autres ne se fixeraient pas. Ok, je pense que avec cette belle histoire, en tout cas, ça démontre bien quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour obtenir ce genre de résultats. Et je te remercie pour cette belle histoire. Avec plaisir. Je pense que ça va plaire. Donc je sais que justement tu vas bientôt lancer toute une série de vidéos gratuites sur ces sujets vraiment passionnants et tellement importants que sont la gestion du temps, la productivité, la réussite en entreprise. Donc je vais tenir informé nos auditeurs le moment venu sur cet article de blog et par email également pour ceux qui sont inscrits sur mes listes. Je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu avec cette interview. Je pense que ça va vraiment plaire aux personnes qui vont l'écouter jusqu'au bout. C'est assez hypnotisant, je pense que ils auront du mal à le quitter. L'interview est maintenant terminée. Vraiment, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils qui, je pense, vont amener des réflexions, vont faire réfléchir nos auditeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais obtenir. Et je pense que là, on a bien réussi avec cette interview. Vraiment un grand merci. Et puis, je te dis à très vite pour le lancement de ces vidéos gratuites qui, je pense, vont en intéresser plus d'un. Un grand merci à toi également, Stéphane, et merci à tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Comme j'ai dit, c'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec de vrais entrepreneurs. Et voilà, j'espère pouvoir avoir des échanges avec certains d'entre vous, qui sait peut-être lors de cette série de vidéos gratuites que je lance bientôt. Voilà, merci beaucoup à tout le monde alors, et j'espère à bientôt. Ok, merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. Donc je rappelle que je mettrai le lien de tes vidéos gratuites juste en dessous de la vidéo sur mon blog stéphanecol.com. Génial. Merci de ton temps de partage. On mettra aussi la liste des livres. Faudra que tu me les redonnes. On mettra la liste des livres que tu as conseillés. Et puis, écoute, on te souhaite le meilleur et puis on te dit à très bientôt. Autant pour vous. Salut. Merci, ciao.